On va voyager un peu, je crois, avec toi. On voyage toujours avec Jean-Sai de toute façon. Voilà, on va aller voir un peu différents projets que tu portes. Pareil, je te fais un petit signe quand on arrive à la fin de 15 minutes. D'accord. Ça va pour ça? Hello tout le monde. Ça s'entend ça? Plus près de ta bouche. Ah oui. Ça marche comme ça? Non? Ça marche. Ah, c'est toujours plus facile en fait quand on a une guitare et un groupe avec nous quoi, de monter sur scène. C'est vrai que je suis pas hyper à l'aise en fait à parler au public. Je vais faire de mon mieux. Alors, donc oui, on va voyager un peu. J'ai été du coup chargé de vous présenter en tout cas ce qui se fait ailleurs dans le monde. Pourquoi ailleurs dans le monde? C'est vrai que du coup nous, avec notre structure, donc Permalab, on a des projets qui se font en Europe, en Afrique aussi. On a collaboré aussi en Amérique latine dans divers projets donc, qui sont surtout vertueux, donc, qui se veut vertueux dans ce qui pourrait être l'hydrologie régénérative, en tant qu'on veut la percevoir aujourd'hui. Donc avant de même commencer, je voudrais juste rendre hommage à toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui et qui travaillent en tout cas pour une meilleure agriculture, pour une meilleure gestion du territoire et surtout pour une meilleure gestion de l'eau, qui est du coup l'élément essentiel à la vie. Donc tous ceux qui ne sont pas là aussi et qui vous allez certainement voir dans la présentation, qui sont donc, parmi des grands maîtres, parmi des grands menteurs, parmi des grandes inspirations, donc des sources d'inspiration très importantes. Donc j'ai décidé aussi pour la présentation de ne pas vous présenter mes projets perso ou avec qui on travaille dans la boîte, plutôt vous présenter ce qui se fait ailleurs. Je ne veux pas faire de la promotion de ce que nous on fait, mais plutôt vous présenter en fait des projets que j'ai trouvé assez génial, en tout cas dans le monde. Et puis j'ai choisi plusieurs continents, plusieurs différents types de climats aussi pour illustrer le fait que en fait cette hydrologie régénérative, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait du coup au Brésil où là où il y a beaucoup de précipitations et puis une humidité ambiante constante. Bon bref, donc l'hydrologie régénérative, donc améliorer les petits cycles de l'eau à l'échelle terrestre. Je dis à l'échelle terrestre parce qu'on va voir en fait qu'on a déjà parlé des petits cycles de l'eau, mais en fait à l'échelle planétaire, clairement, tout ce que nous on peut faire, c'est vraiment un petit grain de sable en fait dans ce qui est le cycle de l'eau de manière très globale. Par contre, on peut avoir une influence très importante dans les petits cycles de l'eau à l'échelle de territoire et comme on va le voir souvent plus en fait dans l'échelle du coup de bassin versant. Donc la première chose, c'est intégrer les pratiques de conservation de l'eau et des sols. On l'a déjà vu, l'eau sans les sols, en fait, ça ne marche pas. Il n'y a pas de cycle hydrologique s'il n'y a pas des sols vivants. Donc la gestion de l'eau, c'est très important. Donc captage, infiltration, distribution, stockage, purification, dépollution et irrigation. Développer des sols vivants. Donc je ne vais pas trop m'y attarder là-dessus parce qu'il y a d'autres personnes qui vont parler de ça aujourd'hui. Augmenter la couverture arborée et maximiser la photosynthèse. Bon, enfin, je dis arborée, mais évidemment, ça a été déjà touché par Alain, les couverts végétaux. Ça fait partie aussi de ces différentes pratiques avec lesquelles on peut augmenter la photosynthèse à l'intérieur de la parcelle. Favoriser le développement des microclimats, gestion des forêts et des paysages agricoles et gestion des troupeaux et des pâtures. Donc, élément très important, les animaux dans le paysage et leur rôle aussi dans la construction de sols vivants. J'ai mis cette petite phrase en fait qui me tient à cœur parce qu'en fait moi aussi, donc plus nous apprenons, plus nous réalisons à quel point nous en savons peu. Et c'est vrai, en fait, lorsqu'on rentre en tout cas dans ce qui est la science hydrologique, qui est une science qui est hyper vaste, on va se rendre compte en fait qu'elle est quand même hyper complexe et que je pense que jamais on saura la fin de cette science-là. Jamais on comprendra complètement tous les cycles essentiels à la vie, tous les cycles terrestres et surtout ces cycles de l'eau qui a une influence sur tous les autres cycles en fait sur Terre. Je vais passer à la prochaine. Voilà, donc là ici il y a Victor Schauberger. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Victor et son travaux? Voilà, je l'ai mis là en fait avant de passer à les grandes présentations de projets et tout ça parce que je trouve en fait que son approche son approche à l'eau et son approche à l'énergie de manière très générale en fait est vraiment très intéressante. Lui il était un forestier, il était un inventeur, il était un philosophe
Il écrit plein de bouquins qui sont vraiment très intéressants, dans lesquels on comprend des concepts, des thermodynamiques, des concepts, en tout cas, tout ce qui est systémique, etc. Et puis, voilà, je voulais juste en fait faire hommage à Victor Schauberger et tout son travail, toute sa vie dédiée à l'eau et à la compréhension, en tout cas, des écosystèmes. Prochain. Alors, quelqu'un qui est encore en vie, Gerald Pollack, c'est important, c'est un petit clin d'œil, parce que ces gars-là, en fait, il a découvert, apparemment, en fait, il a fait la découverte du siècle autour de l'eau, la 4e phase de l'eau, ce qu'on appelle aussi l'eau nouvelle, une eau qui apparaît, en fait, entre guillemets, nulle part. On ne comprend pas très bien d'où est-ce que ça vient, mais je vous conseille fortement son ouvrage, dans lequel il y a une petite phrase que j'avais beaucoup aimée, qui dit « La vie, c'est l'eau qui danse au rythme des solides. Sans cette danse, il n'y a pas de vie. » Prochain. Et évidemment, donc Bill Mollison, parce que il y en a peut-être parmi vous qui connaissent du coup ce concept de permaculture, et je voudrais surtout démystifier tout ce qu'on n'a jamais entendu sur la permaculture, tout ce qu'on a cru comprendre en fait par permaculture. Tout à l'heure, en fait, on était dans la voiture et j'entendais derrière moi que ça parlait en fait des jeunes en Sarwell en train de faire des danses, je sais pas quoi. En fait, c'est pour ça que j'aimais Bill Mollison, parce que lui, il était vraiment un gars très sérieux. Quand il a créé ces concepts de permaculture, voilà, il n'était pas en train de danser au Sarwell à faire la salutation au soleil. C'était très pragmatique. Et en fait, pour ceux qui sont encore en doute de qu'est-ce que c'est que la permaculture et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, en tout cas à la conception des écosystèmes ou des agro-écosystèmes, et puis même voire même en fait au-delà de ça, je vous conseille vraiment d'aller lire ces bouquins avant de juger qu'est-ce que c'est la permaculture, parce que c'est là où on va retrouver en fait que c'est véritablement une science très complexe. Prochain. Donc on parle d'hydrologie, donc un petit fait, en fait on va rapidement parler en tout cas des 3 étapes de ce qu'on conçoit aujourd'hui comme la science hydrologique. Donc la première étape, c'était une étape plutôt mythique, c'est à l'époque en tout cas des Grecs, où l'eau, en fait, c'était d'ailleurs Thalès de Miléto, qui était un philosophe, qui était les premiers en fait à dire à se rendre compte en fait que l'eau elle était partout, mais pas seulement dans les océans, dans les rivières, dans les lacs. C'était même en fait Homère qui a fait aussi suite aux travaux de Thalès de Miléto sur l'eau, qui a évoqué dans l'Odyssée que l'eau de sous-sol, en fait l'eau des nappes, l'eau de sous-sol, quoi, et bien de l'atmosphère. C'était une première compréhension hydrologique, en fait, des différents réservoirs qui sont connectés. Thalès de Miléto aussi, il avait compris que l'eau, elle était partout, dans les vivants, en fait, pas seulement, en fait, dans l'eau visible, mais tout ce qui était l'eau invisible, en fait, à l'intérieur de nous, dans la matière organique, dans la biomasse, etc. Ensuite, on passe à une phase technique, qui va être, en fait, l'ère Mésopotamie, romaine, ici j'ai mis un nilomètre aussi en Égypte. Donc là vraiment on est dans la technique de l'eau. On n'a pas encore compris complètement qu'est-ce que c'est que l'hydrologie autant que science, quels sont les différents réservoirs, comment ces réservoirs en fait s'interagissent les uns avec les autres. On est purement dans une technique, plutôt dans l'hydraulique, ok. Donc mesurer, prendre des mesures, là clairement les nilomètres c'était ça, en fait mesurer les différentes crues du Nil pour savoir en fait à quelle période il y avait donc des dépôts de sédiments importantes, quelles étaient les périodes en fait les plus favorables en fait pour certaines cultures, etc. L'époque de Mésopotamie aussi qui était assez bien connue par leur développement hydraulique sur le paysage, et puis les Romains évidemment. Ça a pris quelques milliers d'années pour y arriver jusqu'à ce gars-là, donc Robert E. Horton, donc l'American Geophysical Union, qui était donc en 1930, qui a créé, en tout cas qui a été à la base de la première discipline hydrologique autant qu'une science. On va étudier ces différents réservoirs, on va comprendre ces différents réservoirs, on va les nommer, on va les catégoriser, on va calculer leur volume, etc. Et c'était jusqu'à 1972, donc dans la Déclaration des Nations Unies sur l'environnement humain, qu'il y a les premières donc, en fait, actes qui ont été, pas actes, mais en tout cas pratiques qui ont été actées pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. Donc ça a pris à peu près 2000 ans entre là, en fait, le fait qu'on a découvert que l'eau en fait elle était partout, et les moments dans lesquels en fait on déclare l'eau comme une science en soi, quoi. En tout cas l'hydrologie. Passe.
Donc l'hydrologie est en tout cas une science qui est au carrefour entre plusieurs disciplines. Donc on va voir en fait d'abord toutes les disciplines qui sont liées à l'atmosphère, donc l'hydrométéorologie, la météorologie et la climatologie. Donc tout ça, on va dire en fait que d'une certaine manière, ça c'est qu'on va faire de l'hydrologie régénérative, qu'on va créer des paysages à usage agricole, urbain ou autre, sur la base de la conception hydrologique. Ça c'est les règles du jeu. Quel est, du coup, en fait, quelle est la météo, quel est le climat, comment ça évolue ces climats, en fait, dans ma région, etc. C'est les règles du jeu, c'est les éléments avec lesquels, en fait, on va jouer, c'est des invariables, que nous, on n'y peut rien pour changer. Donc, en tout cas, je ne sais pas si ça a été présenté ou pas, l'échelle de la permanence, c'est un outil avec lequel on travaille justement, en fait, pour pouvoir concevoir ces paysages. C'est un ordre logique dans lequel on va suivre, donc, en fait, une sorte de framework, des cadres de travail, pour pouvoir accomplir, en tout cas achever, un design complet. Et puis, les premières étapes, en tout cas, de cette framework, c'est les climats, comprendre les climats. Non, très bien. Ensuite, il y a tout ce qui est donc l'hydrosphère, donc potamologie, limnologie, donc rivières et lacs, et étangs aussi. Tout ce qui est propre à la lithosphère, donc la agrohydrologie, en fait, là, clairement, on y est plein dedans, donc en hydrologie régénérative, mais on va voir en fait que ça ne porte pas que sur le milieu agricole. L'hydrogéologie, la géomorphologie, donc la forme terrestre, orographique aussi, et l'hydrologie de surface et des subsurfaces. Donc vraiment tout ce qui est l'eau de ruissellement et l'eau d'infiltration des premières couches du sol. Et ensuite, une influence effectivement directe, et puis une science en tout cas qui est très reliée à l'hydrologie, c'est du coup la science des écosystèmes, en tout cas l'écologie, la sylviculture et la éco-hydrologie. On va travailler tout ça lorsqu'on parle d'hydrologie régénérative. Voilà, donc là, tout peut y passer. Donc météorologie et climatologie, ce sont quelques exemples, en tout cas, des éléments qu'on va analyser avant de démarrer n'importe quel projet. En fait, la première chose qu'on va faire, c'est se renseigner sur quel est le climat, quelle est la météo, comment ça évolue, en fait, aussi loin que possible. La géomorphologie, donc, on a déjà parlé, donc la forme de la terre, la forme du terrain. Vas-y. L'hydrogéologie, donc parfois, en fait, lorsqu'on parle d'eau, d'hydrologie, en fait, on va voir que l'unité minimale de mesure, c'est les bassins versants, sauf que il est très courant, en tout cas, que la surface de captation va parfois, en fait, même au-delà de ces bassins versants, parce que, du coup, il y a une géologie, un substrat géologique, en tout cas, qui conduit les eaux très différemment que la surface du territoire. Et donc c'est parfois important, en tout cas, de savoir sur quel substrat on est positionné, en tout cas au niveau parcellaire, pour pouvoir mieux comprendre, en tout cas, quelle est la dynamique des lois à l'intérieur de notre paysage. Voilà, donc les bassins hydrographiques, donc c'est l'unité minimale des mesures, en fait, c'est à partir de là qu'on va commencer nos études, donc comment l'eau et le ruisselle à l'intérieur donc, de ces bassins hydrographiques. Tout le monde voit ce que c'est un bassin hydrographique? Lève la main qui ne sait pas. Non. Qui veut bien nous donner un petit... qu'est-ce que c'est qu'un bassin hydrographique? Il y a des hydrologues quand même dans la salle, non? Allez. Non? Personne? Bon, en tout cas, un bassin hydrographique, c'est simple. On va dire que c'est une cuvette qui est, en tout cas dans le paysage, qui est délimitée par une ligne de crête principale. C'est-à-dire, en fait, en tout cas, l'épine dorsale en fait, de ces paysages, en fait, c'est la ligne de crête, et c'est ça qui va séparer, en tout cas, un bassin hydrographique d'un autre. Ligne de crête, c'est synonyme de ligne de partage des eaux. Donc, quand on est sur la crête d'une montagne, si on regarde à droite, l'eau elle tombe là-bas, si on regarde à gauche, l'eau elle tombe là-bas, et parfois on a un bassin et un autre bassin. C'est le cas ici, par exemple, de cet exemple-là. C'est une finca sur laquelle on travaille en ce moment en Andalousie. Et là, du coup, la finca en rouge, par contre, on fait de la sonde d'influence de cette finca, c'est en bleu. Ce sont des bassins versants. Donc, en fait, si on est positionné dans un paysage dans lequel on a 300 hectares de terre, ces 300 hectares de terre, en fait, ils font partie d'une plus grande surface qui est des 1374 hectares qui drainent vers ces terres-là, ou en tout cas qui ont une influence sur les terres sur lesquelles nous, on va travailler. Donc c'est important de comprendre quelle est la dynamique dans les bassins versants et quelle est ma position dans le bassin versant pour ainsi pouvoir travailler. Vas-y. Prochain. Donc voilà, dans les systèmes d'information géographique, en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est des outils qui vont nous aider à mieux comprendre, en fait, cette hydrologie-là, en tout cas, cette interaction entre
l'eau et la surface du terrain. Vas-y. Avec ces systèmes d'information géographique, on peut faire différentes analyses. Donc ici, par exemple, on voit ce qu'on appelle un indice d'humidité topographique, donc ce qui peut nous raconter comment est-ce que l'eau se comporte lorsque ça ruisselle. Et là, du coup, ça nous fait des modélisations des terrains dans lesquels on peut visualiser justement en fait, la forme du terrain, son volume et la relation qu'elle a avec l'eau qui ruisselle lorsqu'il y a de la précipitation. Vas-y, prochaine. Fais play sur cette vidéo, vite fait. Donc ça, c'est autre chose qu'on peut faire avec la modélisation. C'est hyper intéressant. Tu arrives à mettre play. Voilà, là ici, par exemple, on a donc c'est le même paysage avec un design hydrologique, sans design hydrologique. On fait pleuvoir, donc c'est des plugins qui permettent en tout cas de pouvoir faire pleuvoir en fait, dans ces paysages-là et de voir en fait quelles sont les zones d'accumulation, etc. Et puis une fois qu'on a implémenté donc, des logiques de gestion de l'eau à l'échelle des paysages, en fait, à travers de ces outils-là, ça nous permet de voir quelle est la distribution de l'eau. Chose qui est très importante pour encourager notamment l'infiltration, ralentir l'eau, etc., etc. Bon, donc voilà. Ok, l'hydrologie et l'agriculture au service de l'environnement. Vas-y, suis. 2 minutes. 2 minutes. Balèze. Il va falloir que je cours là. Donc en fait, on a déjà vu Yeomans, Simon il a introduit Yeomans, qui était du coup à la base de cette, on va dire, en fait, de cette conception, cette science de la conception des paysages agricoles. Donc là ici on voit donc, quelques exemples. Là c'est un projet au Portugal, donc des amis qui travaillent là-bas sont vraiment géniaux et puis en fait j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est actuel ça. Et clairement, du coup, là on voit un paysage qui est extrêmement dégradé. En fait, ça c'était un travail qui était fait juste après un feu forestier, donc 2 ans après le feu, donc il n'y avait vraiment plus aucune végétation. Et c'était un travail qui était fait, du coup, justement pour pouvoir encourager en tout cas la reforestation de toute cette parcelle-là, donc en commençant par la strate pour la couche d'hydrologie. Donc ça on l'a déjà vu. En tout cas, c'est la ferme donc Yobarni en Australie, donc. Yeomans, c'était la première ferme. Aujourd'hui, c'est une zone protégée. Et puis, du coup, c'est gardé, en tout cas, en ferme agro-silvopastorale. Vas-y. Je voulais parler aussi, donc, évidemment, du rôle de la végétation, en fait, dans les paysages. Parce qu'on parle, en fait, justement, on parle d'hydrologie, on va imaginer, du coup, de l'hydraulique. Mais en fait, non. C'est pas que de l'hydraulique, c'est pas que des baissières et des bassins et des choses comme ça, en fait, des infrastructures. Améliorer les cycles de l'eau, ça commence par améliorer les cycles de l'eau à l'intérieur de la parcelle. Et quel est le meilleur élément que faire ça, en fait, que les arbres et la végétation. Ça fait des milliers, des millions d'années qui sont là, qui font ça, et qui font ça très efficacement. Et puis là, on a quelques exemples, en fait, de ce qui est l'agriculture synthropique, donc une agroforesterie de succession, une agroforesterie multistrata qui va du coup porte en tout cas des fruits aujourd'hui un peu partout sur Terre et puis qui est hyper intéressante parce qu'elle se base dans la logique des successions naturelles, mais aussi du coup la création donc en fait des systèmes qui sont très résilients face au changement climatique, donc notamment l'adaptabilité en fait aux sécheresses et à l'eau par le biais donc des systèmes agroforestiers très complexes. Vas-y, suis. Voilà quelques exemples. Donc voilà, stop. Donc là, je voulais vraiment présenter Darren Doherty, alors que c'est un des grands maîtres, en tout cas c'est un de nos grands maîtres. Et puis je veux le présenter, pas vraiment lui, pas vraiment son travail, mais la plateforme qu'il a créée, Regrarians, pour ceux qui sont intéressés à aller vraiment très loin, plus loin, faire partie d'un réseau qui existe aujourd'hui, c'est Regrarians, c'est un réseau, on y est peut-être plusieurs en fait dans la salle qu'on fait partie, et c'est vraiment incroyable. Ça parle en fait de tout, tout ce qu'on parle aujourd'hui, en tout cas que ce soit agriculture régénérative, hydrologie régénérative, etc. Ces réseaux, ils couvrent tout, il y a plusieurs milliers de personnes tout autour de la planète, et puis vraiment c'est un réseau qui est ultra dynamique, et c'est hyper intéressant au niveau, déjà en fait pour les amateurs de l'hydrologie régénérative, mais aussi pour les professionnels, c'est génial. Voilà, donc quelques exemples en tout cas de design de Darren. Vas-y, suis-nous. Jesus Ruiz, donc c'est un espagnol, lui il est en Espagne, il fait surtout de design et d'implémentation. Lui il n'est pas, comme Darren en fait, lui il n'est pas
Lui, il n'est pas paysan, lui, il n'est pas installé, il n'est pas agriculteur, mais par contre, en fait, lui, à la base, il est topographe. Il s'est formé avec Darren, notamment, pour ces différents types d'aménagements, donc en fait, les keyline design, et donc c'est vraiment un grand nom aujourd'hui dans tout ce qui est la science hydrologique et la gestion, donc en fait, de paysages agricoles par le keyline design. Il fait des trucs absolument géniaux, des systèmes qui sont très vertueux, dans lesquels on intègre pas seulement la gestion de l'eau dans la grande échelle, en tout cas de bassins versants, voire même plusieurs bassins versants, mais aussi il intègre donc des systèmes agricoles, agroforestières, viticoles, etc. Eugenio, donc un hommage à lui, il était mexicain comme moi, en fait, un hydrologue mexicain, ingénieur, et puis qui a créé donc en fait la société Mascumus, dans laquelle il accompagnait donc des centaines, voire peut-être des milliers des agriculteurs, en fait, pas seulement au Mexique, mais tout autour de la Terre, et dans lequel un des ouvrages en fait, les plus connus aujourd'hui, c'est Rancho San Ricardo, qui est une propriété de 180 hectares au Mexique, qui est gérée par un pote à moi, et à Simon aussi, et qui est vraiment en fait un des exemples les plus aboutis, je crois, en fait, à l'échelle d'un paysage, de ce que ça peut donner en fait l'équilibre design à toutes les échelles, en fait, la gestion de l'eau, la production agricole, même sociale, en fait, il y a beaucoup de personnes de la communauté qui travaillent, en fait, dans la ferme, etc. C'est vraiment génial ce qu'ils ont mis en œuvre. Mark Shepard, bon, enfin, vous connaissez peut-être tous, en fait, c'est aussi un autre pionnier qui j'ai eu la chance, en fait, d'étudier avec lui. C'est vraiment un super gars qui a, du coup, en fait, à la base de Restoration Agriculture Development, il écrit plusieurs bouquins. Et donc, je vous conseille fortement d'aller voir, en fait, ce qu'il fait, et puis surtout de lire ses bouquins. Voilà. Donc tout peut passer les photos. Voilà. Tu peux encore en présenter Ouais, je vais passer vite fait en fait comme ça. Donc Las Cañadas, pareil, en fait c'est un projet au Mexique dans lequel on intègre donc en fait tout type de systèmes agroforestiers. Il y a au moins 5 différents types de systèmes agroforestiers, aussi bien que la production de bambou pour la construction. Ils font aussi de la construction, donc ils sont un atelier dans lequel ils collectent leur bambou, ils récoltent leur bambou, ils font des séchages, et ensuite ils font de la construction complètement hallucinante en fait avec la production de la ferme. Ils sont énormément, du coup c'est une coopérative agricole déjà, à savoir en fait Las Cañadas, c'est pas juste un agriculteur, c'est une coopérative, ils sont plusieurs, je crois qu'ils sont une trentaine. Et voilà, c'est un exemple aussi qui est hyper chouette, génial, et qui met en pratique en tout cas l'hydrologie régénérative sous la forme de keyline design. Vas-y. Donc c'est Holzer, pas besoin d'introduction, et puis en fait on a déjà vu. Donc pareil, Pani Foundation, on a déjà parlé, enfin il y a quelques images, mais ça, je vous conseille d'aller vraiment voir en fait ce qu'ils font Pani Foundation au-delà de ces quelques photos. C'est vraiment un projet qui est absolument génial et qui porte en tout cas une dimension sociale qui est impressionnante aussi, parce que là on parle pas d'une petite coopérative, là on parle des villages entiers qui s'y met. Là-bas il y a très peu de ressources, donc dans les photos vous allez voir en fait que tous ces différents paysages ils ont été creusés pour la plupart à la main, par des milliers de personnes en fait qui sont qui ont pris le week-end pour creuser des baissières et des choses comme ça pour améliorer en tout cas des défis 40 jours je crois. Défi 40 jours pour creuser c'est ça. Voilà. En tout cas ouais, c'est absolument génial. Voilà, tu peux continuer. John Todd, donc juste un petit mot là-dessus, c'est un gars qui travaille surtout sur la dépollution de l'eau. Donc pour ceux qui sont intéressés pour comprendre en tout cas ce qui est les designs écologiques, en tout cas de l'eau, la dépollution même en fait des métaux lourds, des choses en fait, lui il travaille souvent pour des grandes usines et en tout cas des grands polluants. Et il met en place en tout cas des systèmes de régénération de eau à toutes les échelles pour dépolluer notamment. Vas-y. Donc Brad Lancaster, pareil, en fait designer, et qui écrit en fait ce bouquin qui s'appelle Rainwater Harvesting, qui est du coup un super ouvrage pour tout ce qui est la récolte de l'eau. Lui, il travaille beaucoup dans le milieu urbain, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer ici. Donc vraiment beaucoup de ses recherches intègrent du coup l'habitat en fait et puis les milieux urbains. Vas-y. Donc ça c'est un clin d'œil pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui font partie des pionniers en France en fait, qui œuvrent même parfois sans le savoir en fait pour une hydrologie régénérative. On parle d'agriculture régénérative, mais en fait on a une influence très forte sur le cycle hydrologique. Et du coup ça c'est un petit clin d'œil en fait ailleurs dans le monde pour tous ces autres. Du coup je vais passer en fait beaucoup de temps à chercher des trucs. En fait je croyais que c'était une table ronde. Et en fait, Simon m'a dit, t'as préparé ta présentation. Oh, merde.
Donc j'ai eu vraiment très peu de temps pour la préparer, mais en tout cas, ouais, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà, donc un petit clin d'œil en fait pour ces personnes qui œuvrent aussi ailleurs dans la Terre, pas seulement pour régénérer en tout cas les cycles de l'eau, mais pour accompagner les agriculteurs, les sylviculteurs, en tout cas les grands gestionnaires de paysages aujourd'hui. Et voilà, et en fait, il nous apprend plein de choses en fait sur voilà, tout ce qu'on vient de parler ici aujourd'hui, la régénération du sol, la régénération des hommes, des femmes, de toutes les, en tout cas de toute la vie sur Terre. Voilà. Super, merci Jean-Jacques. Je vous avais dit qu'on allait voyager, je pensais pas qu'on allait faire autant de fois le tour du monde. Mais du coup, peut-être, voilà, je ne sais pas s'il y a une question voilà, par rapport à la présentation de Jean-Jacques. Évidemment, ça a été très vite, il y a beaucoup de références. On vous partagera toutes ces références-là pour que vous les ayez, que vous puissiez aller creuser et aller rencontrer aussi tous ces pionniers. Voilà. Et merci, on se joint à ton hommage. Oui, moi c'était juste. On pourra avoir les diapos et. Ouais, on va vous partager. Tout ce qu'on a vu là depuis. Ouais, partager. Enfin voilà, je n'ai pas demandé à toutes les personnes qui ont fait des présentations. Juste, il y a deux questions. Alors moi je ne suis pas scientifique, donc j'apprécie énormément quand c'est vulgarisé. J'avais une question un petit peu naïve du coup, mais là on voit beaucoup le lien entre agro-hydrologie régénérative. Est-ce qu'il y a aussi des exemples où juste on laisserait la forêt, ou on régénérerait une forêt qui est peut-être malade, juste pour la sanctuariser et se dire là il y a des moments où il faut aussi plus du tout de mains de l'homme qui viennent, on va dire, s'imprégner dessus, parce que il y a quand même toujours un moment d'effaçonnage. On voit que c'est pas des designs complètement naturels, même si c'est magnifique. Voilà. Oui, en fait, c'est une très bonne question. Et oui, il y a des projets comme ça. Donc, notamment ici en France, on a donc, la Fondation Francis Allais qui sanctuarise, je ne sais pas combien, des milliers d'hectares en fait, pour pouvoir créer une forêt primaire, une autre forêt primaire en Europe. Donc, ça serait la première, je crois, en fait, d'Europe de l'Est. Et donc oui, c'est hyper intéressant. Cependant, du coup, les échelles de temps dans lesquelles la forêt primaire, en fait, elle va arriver et puis elle va accomplir tous ces services écosystémiques. En fait, elle est très longue. Là où, en fait, nous, par le design et puis en fait par la gestion des paysages, et notamment agricoles, parce qu'en fait, on a déjà la main dessus et on a besoin de les gérer, on peut accélérer tous ces processus, en tout cas de régénération, et notamment, du coup, avoir une forte influence sur la régénération des processus, en fait, un peu plus global des services écosystémiques, que ce soit en fait des stockages de carbone, la production de biomasse, la purification de l'eau, l'infiltration, la recharge des nappes, etc., etc. Mais je pense en fait que ce n'est pas une solution, c'est une solution parmi toutes les autres en fait, à implémenter. Et clairement, la conservation en tout cas des milieux naturels et l'encouragement en tout cas des développements des forêts primaires encore sur Terre, c'est clairement quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Pas seulement pour nous, en tout cas comme espèce humaine, mais en fait pour la totalité des communautés et la dynamique des communautés dans les écosystèmes de la Terre, quoi. Je pense en fait qu'il ne faut pas oublier l'importance des zones, comme Bill Mollison le définit en permaculture. La zone 5, c'est justement la zone de forêt primaire, et après on a la zone 3, qui est la zone où on va plutôt cultiver, et cet entre-deux, et donc je pense que c'est ça qui est important, c'est d'implémenter des zones 5 dans des zones, il ne faut pas les oublier, quoi. Merci. Une dernière question. Oui, alors une question plus technique. Pour le coup, bonjour, merci pour cette présentation. Et on a vu des très beaux modèles, que ce soit de pluvieux ou de ruissellement à l'écran. Je voulais savoir si vous avez développé vos propres modèles ou est-ce que les existants fonctionnent en fait par rapport à votre démarche et sur ce genre de projet, parce que en école d'agro, on apprend à se servir de quelques modèles en SIG, moteur 7, ce genre de choses. Et je voulais savoir s'il y avait des nouvelles choses qui apparaissaient. Alors, du coup, nous, on n'a pas développé des modèles en soi. En fait, on n'est pas développeur, en tout cas, on ne travaille pas pour les systèmes d'information géographique, on ne développe pas, en tout cas, des applications comme ça. On s'en sert de ce qui est déjà existant. Par contre, en fait, il y a énormément de développeurs aujourd'hui dans ce milieu-là. Et puis, clairement, en fait, il y a des nouveaux plugins, en fait, qui apparaissent à chaque fois, en fait, pour ces différents systèmes, qui sont hyper intéressantes et qui sont faciles à exploiter, entre guillemets. Et puis, du coup, il y a plein de différents systèmes d'information géographique qui ont tous, en fait, une certaine particularité. Voilà, mais ouais, clairement, en tout cas, il y a des développeurs qui sont à fond dedans, et puis du coup, au niveau hydrologie, il y a notamment ECR, RAS,
qui est du coup un peu la norme, on va dire, en fait, aujourd'hui, pour cela, quoi. Modélisation hydrologique. Et c'est en open source? Pardon? C'est en open source? C'est en open source, oui.